Alors, merci. Donc, j'imagine que parce que je parle d'alimentation, vous m'avez gardé pour le dessert. Écoutez, deux choses. Premièrement, sur la photo de ma présentation, j'aurais bien aimé avoir une photo de mes patients qui sont actifs. Malheureusement, j'en avais pas au moment où j'ai fait la présentation. Donc, si j'ai à représenter, je suis sûre que je vais pouvoir vous présenter mes grands sportifs. Tout d'abord, je voudrais remercier les gens de l'organisation pour m'avoir invité à ce très beau colloque. Et ce que je voulais faire aujourd'hui, c'est tout simplement faire un survol de l'alimentation au cours des années, c'est-à-dire avant le nitisinone, depuis le nitisinone, mais surtout parce qu'on en a parlé beaucoup de la médication. Je voulais surtout voir avec vous les défis qu'on a présentement avec nos patients, les défis à venir, mais surtout les stratégies qu'on a adoptées pour faire face à ces différents défis. Donc, comme je vous le disais, avant le nitisinone, donc avant le nitisinone ou le NTBC, donc je vais alterner entre les deux façons de dire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que chez nos patients qui étaient déjà dépistés ici au Québec, le seul traitement était la diète restreinte en phényl et en tyrosine. À cette époque, pas si lointaine en fait, il y avait peu de produits spéciaux bas en protéines ainsi que peu de formules spécialisées pour nos patients. Les diètes étaient très difficiles à suivre et peu variées. Malgré un traitement diététique rigoureux, malheureusement, il y avait les complications de la maladie qui étaient là quand même. Dans les années 80, on en a entendu parler, la greffe hépatique, finalement, est devenue le traitement pour ces patients. En 92, un médicament a révolutionné finalement le traitement chez ces patients-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce soit pour un enfant qui se présente cliniquement, comme c'est le cas dans la plupart des régions où il n'y a pas de dépistage systématique, où il n'y a pas de dépistage pour ces patients-là, ou pour nos patients qui sont dépistés ici au Québec, l'important, c'est de débuter le traitement de nitisinone dès le diagnostic, finalement. Comme on l'a appris ou entendu depuis ce matin, je ne vais pas répéter tout ça, mais ici au Québec, on a une forte incidence de la maladie, ce qui a fait que depuis les années 70, nous avons un dépistage chez tous nos enfants, donc dans tous les hôpitaux de la province ainsi que dans toutes les maisons de naissance. Un nourrisson dépisté, c'est un nourrisson qui nous arrive asymptomatique, donc sans atteinte hépatique ou rénale. Nous avons la chance de débuter le traitement de nitisinone, mais aussi le traitement diététique avant l'apparition de symptômes. En moyenne, Dr. Mitchell nous l'a dit, les hospitalisations sont faites chez tous nos enfants. C'est une durée d'hospitalisation moyenne de 4 jours. Pour nous, c'est un moment privilégié où on va avoir premièrement, un premier contact avec nos familles où on va leur faire de l'enseignement, mais c'est un moment aussi de créer des liens. Et ces liens-là sont vraiment importants pour toutes les interventions qu'on va avoir à faire dans le futur. Si je regarde plus spécifiquement à nos bébés, notre profil de bébé tyrosinémique qui nous arrive ici au Québec, je l'ai dit, c'est un bébé asymptomatique. La moyenne d'âge lors de l'hospitalisation, c'est 2 semaines de vie. En majorité, c'est une observation. On a remarqué que nos poids de naissance chez nos nourrissons se situent aux alentours du 75e percentile dans la majorité des cas, ce qui est un petit peu au-dessus de la moyenne de poids de naissance au Canada. Les taux plasmatiques sont déjà inférieurs à 400 micromoles par litre. C'est pour nous ce qu'on a dû faire, c'est se réorganiser auprès de notre traitement. Donc, on ne va pas couper la phényl et la tyrosine complètement chez ces enfants-là, mais on va tout simplement la diminuer de 50% de l'apport que l'enfant avait à la présentation. Donc, c'est important parce qu'on ne veut pas non plus les carencer en acides aminés. C'est une anomalie qu'on va voir, c'est un INR augmenté. En fait, une légère perturbation au niveau de la coagulation. Je reviens encore sur ce fameux, je vais y aller rapidement, vous l'avez vu depuis ce matin beaucoup, mais si je regarde au niveau de la physiopathologie, c'est important de savoir et de comprendre qui fait quoi. Donc, on a compris depuis ce matin que le NTBC inhibe finalement la voie de dégradation au niveau du 4-hydroxyphénylpyruvate dioxygénase.
c'est longtemps. Mais ça n'empêche pas l'augmentation de la phényl et de la tyrosine, d'où l'importance de suivre le traitement diététique. Et c'est là-dessus que je vais, je dirais, plus focusser pour le reste de la présentation. Comment on fait ce traitement diététique-là? Donc, la première chose, c'est l'utilisation de formules sans phényl et tyrosine. À ça, on va diminuer l'apport en protéines naturelles, spécifiquement une diète restreinte en phényl et en tyrosine, que nous, on fonctionne ici au Québec en échange, finalement. Donc, pour nous, un échange, c'est 25 mg de phényl plus tyrosine combinée. Le ratio habituel, c'est 15 mg de phénylalanine, 10 mg de tyrosine, mais le ratio peut varier selon les aliments. Le but, finalement, du traitement diététique, c'est d'éviter les complications d'une hypertyrosinémie, aussi d'éviter les carences, que ce soit en phényl ou en tyrosine. Et ce qui est important de comprendre, c'est que le nombre d'échanges ou la quantité de phényl, de tyrosine qu'on va donner à nos patients, ça fonctionne pas par kilo, ça fonctionne selon la tolérance du patient qui est différente d'un patient à l'autre. Même si c'est un patient qui a le même âge que son petit voisin d'à côté, il ne faut pas qu'il se compare un à l'autre, c'est vraiment selon sa tolérance. Plus particulièrement, lorsqu'on regarde la répartition de l'apport protéique d'un enfant qui a la tyrosinémie ou spécifiquement, donc chez notre nourrisson, la formule spéciale, la formule sans phényl et tyrosine va représenter 75 à 80 de l'apport protéique total de l'enfant par jour. À cela, on va ajouter finalement une formule commerciale pour nourrisson qui est complète en acides aminés ou le lait maternel pour aller chercher selon le cas, selon la tolérance, la quantité de phényl et de tyrosine que l'enfant a besoin. En moyenne, on parle de 300 à 600 mg par jour, ce qui représente 5 à 10 g de protéines naturelles par jour. Chez l'enfant, l'adolescent, la formule continue de représenter 75 à 80 de l'apport protéique total, mais bien entendu, le lait maternel ou le lait commercial, les formules commerciales pour nourrissons vont être transformées en aliments. Donc, c'est là qu'on commence à calculer, à parler d'échange à ce moment-là. En moyenne, c'est variable parce que là, je parle de l'enfant, de l'adolescent, donc vous comprendrez que les apports sont très variables. Alors, on parle de 300 à 1000 mg de phényl plus tyrosine par jour, ce qui représente 5 à 16 grammes de protéines naturelles par jour. Si je fonctionne en échange, c'est variable. On parle de 12 à 40 échanges par jour. Bien entendu, on s'assure que notre apport énergétique soit selon l'âge, donc selon les apports nutritionnels de référence, ainsi que l'apport protéique. À cela, on va ajouter un surplus pour s'assurer de bien utiliser finalement notre apport protéique. Tout doit être parfait, vitamines, minéraux, apport liquidien, donc on s'assure que l'enfant a tout ce qu'il a besoin selon son âge. Afin de s'assurer d'un suivi nutritionnel adéquat, on essaie d'avoir un suivi serré de nos patients. Donc, de façon générale, on va les voir aux 3 mois, sauf la première année de vie où on va les voir au début chaque semaine et après chaque mois. À chacun de ces visites-là, nous allons faire, oui, une chromato d'acides aminés. On va aussi demander aux parents de nous faire un relevé alimentaire de ce que l'enfant mange. On sait que quand ils sont plus vieux, ils nous écrivent qu'est-ce qu'on veut entendre et non pas ce qu'ils mangent réellement. Donc, c'est à nous, nutritionnistes, de comprendre exactement c'est quoi la réalité entre les 2 lignes qu'ils nous ont écrites. Nos traitements plasmatiques, ce qu'on va viser finalement, c'est une tyrosine entre 200 et 400 micromoles par litre. On essaie de maintenir notre taux de phénylalanine au-dessus de 30 micromoles par litre. On l'a vu, c'est important aussi, il y a beaucoup de carences qui peuvent arriver pour nos patients parce que ce sont des diètes quand même assez spécifiques. Alors, un bilan nutritionnel annuel va être fait pour s'assurer qu'on couvre bien tous nos vitamines, nos minéraux. À cela, on va ajouter aussi une densité osseuse aux 2 ans à partir de l'âge de 8 ans. Toutes nos familles ont un traitement d'urgence pour les infections intercurrentes. Donc, la seule raison pourquoi on hospitaliserait un enfant, ce serait s'il n'est pas capable de tolérer son NTBC. Sinon,
Tout ce suivi-là se fait par téléphone. Donc, on les a au téléphone, les parents, aussitôt qu'il y a une fièvre, une gastro ou peu importe, alors on va faire un suivi téléphonique. Donc, on s'assure de maximiser l'apport calorique, maximiser l'apport hydrique, le but étant toujours de garder le taux sanguin en bas de 400 micromoles par litre. Et pour ça, souvent, on va diminuer l'apport en phényl et en tyrosine, donc l'apport en échange de 50 à 100% de l'apport habituel. Ça, c'était mon traitement, mais je voulais vraiment focusser sur nos défis, parce qu'il y en a beaucoup. Et pour ça, il faut comprendre que Dr. Mitchell l'a dit quand même au moins à 2 reprises, mais je vais le redire. La tyrosinémie a présentement un nouveau visage. Et ce nouveau visage-là, c'est pour nos enfants dépistés, traités rapidement avec la diète et le nitisinone. C'est le visage des enfants qui vont très bien. En fait, ils vont tellement bien que souvent les parents et les enfants oublient que la tyrosinémie est toujours là. Et malheureusement, ce que ça implique, c'est des problèmes de compliance au niveau de la diète, des problèmes de compliance malheureusement aussi au niveau du NTBC. Pour nous professionnels, c'est important de ne pas trop simplifier lorsqu'on explique la maladie. On ne veut pas les effrayer, mais en même temps, il faut leur faire comprendre que c'est une maladie qui est quand même c'est une maladie grave, ça reste une maladie grave. Et même s'ils ils vont bien, il faut continuer à avoir une surveillance médicale. Il faut quand même s'assurer de la compliance à long terme. Ceci étant dit, quels sont nos défis actuels, nos défis à venir? Parmi tous les défis qu'on a, je pourrais en nommer beaucoup, mais j'ai choisi ceux-là. Donc, la déficience en phénylalanine, qu'on va regarder un petit peu plus en détail. L'attitude parentale. Qu'est-ce que je veux dire par l'attitude parentale? Les parents, ça fait partie intégrante du traitement. Alors, il faut qu'on les aide dès le départ de notre côté afin de s'assurer d'une bonne compliance chez nos enfants. L'adolescence, le mot en soi, c'est un défi. Chez nos enfants, ça fait pas d'exception. Il faut adresser cet aspect de l'adolescence-là. Les habitudes de vie, je peux pas passer sous silence l'obésité, la sédentarité de nos patients ou de nos enfants de façon générale, mais ici on parle de nos tyrosinémies. Et le travail d'équipe, c'est pas tellement un défi en soi parce qu'on travaille déjà beaucoup en équipe, mais c'est pas toujours évident de bien partager nos données et c'est ce qu'on va regarder dans les diapos à venir. Un taux de phényl bas, c'est ce qu'on voit souvent avec la diète restreinte en phényl et en tyrosine. Un taux de phényl bas, ça a un impact. On l'a entendu ce matin, c'est un acide aminé essentiel. Donc, on peut avoir un problème de croissance, un problème au niveau du développement cognitif. On peut avoir aussi des problèmes cutanés. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Première chose, maximiser l'apport en phényl et en tyrosine. Donc, s'assurer que notre patient a le maximum d'échanges auquel il a le droit. La seconde chose, tout à l'heure, je vous disais que notre ratio habituel, 15 mg de phényl, 10 mg de tyrosine, on peut aussi essayer de favoriser des aliments dont le ratio est l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de phényl, donc 2 pour 1 ou même plus. Par exemple, l'avocat, la banane, le brocoli. Donc, on a une liste d'aliments où on essaie de modifier l'alimentation. Ça, c'est pas facile parce que ça ne veut pas dire que l'enfant va aimer cet aliment-là, donc on essaie de faire ce qu'on peut à ce niveau-là. On va également utiliser des suppléments de phénylalanine. Nous, on utilise des capsules de 10 à 15 mg. Donc, chez les bébés, ils vont tout simplement ouvrir la capsule, la mettre dans leur biberon. On essaie de répartir dans la journée. Si je regarde un petit peu plus... en fait, des exemples où nos patients qui ont été supplémentés, donc c'est des données rétrospectives, c'est pour ça que vous voyez peut-être des variations au niveau de notre façon de faire. Je pense qu'il y a toujours place à amélioration, bien entendu. Donc, vous voyez la dose initiale de supplément de phénylalanine chez nos patients. Donc, ça varie de 10 mg 3 fois par jour. On a eu aussi du 15 mg 2 fois par jour. Et vous avez la dose par kilo que ça représente. Ce qui est important de regarder aussi, c'est l'apport en phényl de l'alimentation chez ces enfants-là. Donc, ça varie vraiment de 36 au maximum 74, je m'excuse, j'en ai un qui est à 74 mg par kilo.
Et le pourcentage que représente la supplémentation en phényl, si je fais une moyenne de tout ça, c'est environ un quart de l'alimentation de notre enfant. Donc ça, c'est notre dose initiale et bien entendu, on va augmenter selon les taux sanguins. Avec cette dose-là, avec cette façon de faire-là, nous, à l'heure actuelle, on n'a pas vu d'augmentation de tyrosine au-delà de nos valeurs de traitement. Le besoin de corriger cet apport en phénylalanine-là m'amène à ouvrir une parenthèse sur un produit, ou en fait les glycomacropeptides. Alors d'abord, probablement que beaucoup d'entre vous en ont entendu parler. Donc, que sont les glycomacropeptides? Donc, ce sont des protéines qui sont formées lors de la fabrication du fromage. Elles représentent 15 à 25% des protéines totales du lactosérum. Et à l'état pur, les glycomacropeptides ont un profil de synaminé quand même assez intéressant. Donc, entre autres, isoleucine élevée, valine élevée, mais pas de d'histidine, d'arginine, de phényl, tryptophane, cystéine et tyrosine. D'où, au départ, l'intérêt d'en faire des formules ou des produits pour la phénylcétonurie. Et à notre demande, les diététistes du Québec, des produits pour nos patients de tyrosinémie. Donc, ce qu'on a fait, tout simplement, on a pris, vous allez voir un petit peu plus tard, on a pris le produit qui existait pour la phénylcétonurie, auquel eux ajoutaient un supplément de tyrosine. Et on leur a dit, ben, ajoutez pas votre supplément de tyrosine, puis je pense qu'on aurait quelque chose d'assez intéressant. Les études qui ont été faites à l'heure actuelle ont été faites pour la phénylcétonurie. Donc, ce qu'on a vu, c'est l'amélioration de l'utilisation des protéines, l'amélioration de concentration plasmatique de phényl, un meilleur goût, ce qui n'est pas négligeable. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous, autres que les patients ou parents qui ont goûté à du T-Rex ou à autre chose. C'est pas ce qu'il y a de mieux. Croissance normale et un impact sur le développement osseux. À l'heure actuelle, c'est la compagnie Cambrook Food qui nous a fait 2 produits. En fait, on a un produit prêt à l'emploi qui s'appelle le Tilactin, qui nous fournit en fait 15 grammes de protéines, dont 3 mg de tyrosine, 25 mg de phénylalanine. On a aussi un produit d'hydratation. Donc, je dis hydratation parce que c'est important, c'est pas complet en vitamines, en minéraux, mais ça peut nous donner un surplus d'acides aminés quand on en a besoin avec nos patients, par exemple, qui ont, beaucoup d'activités sportives. Donc, 3 mg, 16 mg de phényl et il faut que j'active. Donc, l'intérêt, c'était le même qu'avec la phénylcétonurie, mais c'était surtout pour nous un moyen d'aller chercher une source de phénylalanine. Et là, je dois accélérer. Attitude parentale, dès le début, il faut que nos parents embarquent, comme je l'ai dit, mais c'est important de changer notre façon de dire. Ce n'est pas une diète restreinte en phénylalanine et en tyrosine, c'est une alimentation modifiée. C'est un style de vie. Avoir une diète à vie, c'est rien de drôle. Si on change la façon de présenter, ça devient autre chose. Donc, impliquer tout le monde dans la famille, impliquer les parents, ça a un impact majeur, ce genre de changement-là, donc il faut impliquer tout le monde. Adolescents, jeunes adultes, c'est sûr qu'on a vu les problèmes de compliance, diminution de consommation de la formule, augmentation du nombre d'échanges, donc c'est-à-dire tricherie au niveau de la diète. Nous, on a été un petit peu... On essaie en fait d'être très proactif avec ça, donc avec des ateliers de cuisine. Tout à l'heure, donc souvent on dit les adolescents, ils sont aux 3 mois. Nous, on voit le contraire. Donc souvent, on va augmenter le nombre en fait la fréquence des visites à la clinique pour justement essayer de les aider à mieux adhérer à ce qu'on voudrait finalement. Donc, à partir de 12 ans, on les voit tout seuls. Tranquillement, on essaie de faire sortir les parents du bureau et on leur refait l'enseignement qu'on a fait à leur famille. Obésité, oui, c'est vrai, dans la dernière décennie, ou en fait dans les dernières années, l'obésité, c'est quelque chose qui a augmenté beaucoup dans la population générale.
Les maladies métaboliques ne font pas exception. Par contre, quand j'ai regardé il y a 2-3 ans, notre moyenne chez la tyrosinémie de patients obèses était en dessous de la moyenne générale, en fait de la population générale. Fait que je pense qu'on faut pas lâcher, faut continuer de travailler avec nos familles. Pour ce qui est du profil nutritionnel des produits, c'est sûr que présentement ici au Québec, chacun des produits qui est mis sur la liste est évalué et on pousse beaucoup sur les compagnies pour qu'ils nous fournissent des aliments avec une valeur quand même assez équilibrée, des produits un petit peu de meilleure qualité pour justement éviter que ce soit juste du sucre et des lipides. Et si le produit répond pas à ces critères-là, on ne l'accepte pas sur le produit. Donc, si des fois les parents vous demandez pourquoi un produit n'est pas sur la liste, c'est juste parce que peut-être au niveau profil nutritionnel, c'était pas tout à fait adéquat. Donc, on essaie de penser à long terme. Pour justement nous aider, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un tableau de code santé finalement. Et merci aux filles de Saint-Luc là-dessus qui ont travaillé fort sur le tableau. Donc, code santé pour bien identifier nos patients, c'est vraiment la liste de produits nutritionnels thérapeutiques. Donc, les produits spéciaux qu'on a disponibles ici au Québec. On a ajouté, on a finalement mis un code à savoir est-ce que ça contient des fibres, est-ce qu'il y a beaucoup de gras, pas assez de gras, et ainsi de suite. Et là, je vois le drapeau rouge. Je peux pas passer sous silence. Mon Dieu, c'est pas évident de parler vite. Vous me stressez, docteur Parizeau. Je peux pas passer sous silence Geneviève Lafrance qui a fait un site internet extraordinaire qui s'appelle recettesfaibleenprotéines.com. C'est pas vrai que les diètes basses en protéines sont pas le fun à suivre. C'est pas vrai, je m'excuse. La seule limite, c'est notre imagination. Il faut pas lâcher, il faut travailler fort et ça existe. Des ateliers de cuisine, on en fait avec nos patients puis d'habitude, ça fonctionne quand même assez bien. Je pense que tout le monde a l'air à quand même assez de s'amuser. Si on regarde tout le monde, donc on continue à en faire. C'est sûr qu'il faut demander de l'aide souvent des compagnies pour nous aider à faire ce genre d'activité-là, mais vraiment, il faut le faire, c'est important. Il y a beaucoup de nos jeunes familles qui cuisinent peut-être un peu moins. Il y en a d'autres qui sont excellents, mais je pense qu'il faut cibler ce qu'on va faire. Vite, travail d'équipe, que ce soit les nutritionnistes du Québec, que ce soit le groupe d'aide aux enfants tyrosinémiques, que ce soit les gens qui travaillent pour le groupe d'NTBC. Écoutez, il faut travailler ensemble, il faut partager nos données et il faut pas lâcher parce que l'avenir de nos enfants en dépend, puis il faut les faire bouger, nos patients. Puis j'en ai des beaux exemples juste devant moi, je veux pas cibler personne, mais j'ai plein de monde qui travaille très fort. Puis la conclusion, bien écoutez, on le sait, pour nous, en fait, ici au Québec, le traitement de choix de la tyrosinémie, c'est un dépistage néonatal et l'initiation rapide du NTBC plus du traitement diététique. La diète doit être individualisée. Il n'y a pas une formule qui fonctionne pour tout le monde. Il faut vraiment individualiser notre réponse. Et puis, je le dis encore, encourager nos patients à bouger, à participer à nos ateliers et à choisir de bons aliments et à bien manger finalement. Merci à tout le monde. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, je commencerai peut-être avec une question concernant les mères qui allaitent. Est-ce qu'ils ont un espoir de changer le ratio avec leur type d'alimentation versus l'allaitement, un peu comme une diète restreinte en protéines, exemple de l'élevage, mais est-ce qu'ils peuvent espérer pouvoir avoir un impact sur l'alimentation de leur enfant ou plus ou moins? Là, vous me parlez d'une maman qui allaite que la tyrosinémie? Non, que le bébé est tyrosinémique, puis oui, qui aimerait... On permet l'allaitement maternel. Okay. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement alterner la formule de lait et l'allaitement maternel. Donc, un boire, c'est la formule spéciale sans phényl, sans tyrosine, et l'autre boire va être tout simplement l'allaitement maternel. Donc, on le permet. OK. Oui. Docteur Auger? J'ai une question et un commentaire. Une question, vous ne nous avez pas dit ce que donnaient vos taux de phénylalanine sous supplémentation et quelle en était la variabilité au cours de la journée. Bien, pour répondre à cette question-là, c'est sûr qu'on essaie de les maintenir au-dessus de 30. Malheureusement, effectivement, de temps en temps, ça redescend malgré la supplémentation. Et oui, notre taux de phénylalanine va varier dans la journée. Donc, plus la journée avance, en fait,
Tout de suite après le déjeuner, ça commence Donc déjà vous à confirmez descendre. ce qui a déjà été, enfin ce qui a été publié, c'est-à-dire qu'avec ou sans supplémentation, on retrouve cette même variabilité des taux de phénylalanine. Donc en fait, je sais pas, j'ai pas compris comment ça marchait, donc j'ai pas de solution à ça. Mais voilà, la supplémentation est peut-être pas le traitement idéal. On n'en sait rien en fait. En fait, on ne sait surtout pas quelle dose donner. Les patients chez qui on a regardé la variabilité du taux de phényl au cours de la journée n'était pas sous supplémentation. Donc, il faudrait qu'on regarde effectivement avec le supplément, est-ce qu'on arrive à... Et un commentaire, gentiment, là, vous signaliez qu'il y avait un site en France sur les régimes pauvres. Il y a aussi un livre de recettes extrêmement magnifique. Oui. Je devrais rien dire, mais comme je suis parti à la retraite, je peux quand même vendre le travail des diététiciens avec lequel j'ai travaillé pendant 30 ans, où ils ont fait un livre de recettes absolument magnifique, où tout est exprimé en milligrammes de phénylalanine, leucine, tyrosine, toutes les maladies, en grammes de protéines. Toutes les recettes ont été testées par les diététiciens et effectivement, on peut manger et on peut manger bien. Et ce qui est, à mon avis, encore plus intéressant, c'est que l'application pour smartphone et tablette va être prête pour la fin de l'année. Alors, cette application, il faut qu'elle soit prise en charge par les diététiciens, parce qu'effectivement, vous allez avoir des applications spécifiques pour les leucinoses, spécifiques pour la tyrosinémie et spécifiques. Donc, la clé d'entrée dans l'application sera pas la même pour vos différents patients. Mais je pense que ce travail énorme qu'ils ont fait va permettre aux adolescents, jeunes adultes et tout, d'avoir un outil qui va bien dans le sens de l'évolution de ce qu'ils font et de ce qu'ils vivent maintenant, en fait. Et cette application va être prête pour la fin de l'année. Oui, puis effectivement, je l'ai vu, le livre qui a été fait, il est vraiment magnifique. Et je pense que quand je parle de partager les outils, ça fait partie aussi d'outils qu'on peut partager, ou en fait de connaissances qu'on peut partager, même si vous habitez loin, Dr. Augier, on va partager avec vous. Je voudrais juste laisser savoir à tout le monde que le type d'application que Dr. Augier parle, l'hôpital de Vancouver, le BC Children's Hospital, a vraiment fait la même chose avec nos aliments canadiens et tout, parce que des fois, il y a des produits français ou encore, vous allez retrouver des recettes de flan qui ne seront pas nécessairement dans nos habitudes. Alors, l'application est en processus de développement. Je sais que pour la lysine, la phénylcétonurie, ils les ont sortis. Et ce qui est intéressant, c'est que sur votre téléphone, vous pouvez entrer vos aliments, puis à ce moment-là, avoir vos journaux alimentaires et puis à pouvoir faire parvenir ça à votre nutritionniste. Donc, vous n'aurez plus d'excuses à nous faire ça sur le coin de la table. Alors, vous avez juste à regarder pour le site de BC Children et puis les informations vont être là. J'inviterai les